La une politique, la mission conjointe CEDEAO, l'ONU a communiqué sur sa mission, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire, comme si tout s'est bien passé. Apparemment, l'ONU, cette mission, a quand même exprimé ses préoccupations. Emmanuel Minoué, vous avez dû lire ce communiqué. Comment analysez-vous cela? Parce qu'on se disait que la communauté internationale, disons, les organisations de la sous-région ont apparemment un dos large envers la junte au pouvoir. Mais ce n'est pas trop dire quand on estime que les organisations internationales ont un dos large par rapport à la situation guinéenne. Ce sont des faits qui le prouvent. Hein. Parce que même quand vous regardez dans ce communiqué, l'ONU et la CEDEAO se contentent de constater que la Guinée n'a pas respecté le délai de 6 mois qui lui a été donné par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, c'est déjà un constat d'échec. Ah oui. Et malheureusement, le communiqué ne dit pas peut-être que l'institution pourrait mener des actions pour sanctionner ce manquement. Au-delà, l'autre point aussi que moi je considère être toujours comme un constat de faiblesse, c'est qu'au-delà de comprendre que la Guinée n'a pas respecté le chronogramme, la CEDEAO et l'ONU ont constaté également qu'il n'y a pas de visibilité par rapport à ce chronogramme. Et la CEDEAO, troisièmement, CEDEAO et ONU demandent à la junte de proposer un chronogramme clair et précis. Ça veut dire que non seulement on sait que le chronogramme normal, institutionnel de la CEDEAO n'est pas respecté, deuxièmement, on sait également qu'il n'existe aujourd'hui aucun chronogramme. Troisièmement, on est encore dans l'attente que la junte propose un chronogramme. Donc, à mon avis, c'est un communiqué, pour moi en tout cas, qui fait étalage de 3 constats d'échec. Mais il ne fallait pas aussi être étonné parce que cette visite de la CEDEAO, en réalité, n'est pas une visite pour voir est-ce que le gouvernement fonctionne bien ou est-ce que la Guinée a des moyens, des ressources financières. Je pense qu'il faut se dire la vérité. Le constat de la CEDEAO était de voir comment évolue la transition, quels sont les objectifs déjà atteints qui entrent dans le cadre d'une transition, parce qu'en réalité, quand on regarde par exemple la récupération des domaines de l'État ou la CRIEF, ça a été évoqué parce que ça fait source de tension, source de problèmes au sein du pays. Mais fondamentalement, on sait que c'est une mission qui s'intéressait à demander en réalité en Guinée, à la junte, dites-nous combien de temps vous allez faire au pouvoir. C'est cela en fait la réalité. Et ça ne pouvait pas être autre, à mon avis, mais... Donc vous voulez nous dire que ces institutions sous-régionales continuent à caresser aujourd'hui la junte, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le communiqué n'a rien de contraignant en réalité. Il attend, on dit toujours qu'on attend des autorités guinéennes qu'elles proposent un chronogramme consensuel. Donc, si on est dans l'attente, ça veut dire qu'en réalité, c'est aux autorités guinéennes de mener la marche. Bien. Donc, c'est à elles de prendre l'initiative. Et ça veut dire effectivement que on continue d'observer la Guinée tranquillement et en attendant, elle peut continuer à dérouler son chronogramme et à supposer que par exemple, parce que pour l'instant le CNT est en train de consulter, que le CNT revienne par exemple de sa consultation et qu'elle se donne 1 mois ou 2 mois pour faire le rapport des conclusions et qu'après ensuite la question soit posée en débat au sein de l'institution ici à Conakry, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc ça pourrait peut-être traîner jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. On sera déjà à pratiquement 1 an de la transition. Et là, on va proposer un chronogramme qui commencera peut-être à courir à partir du jour où il sera rendu public. Donc ça veut dire, pour l'instant, en tout cas, je ne vois rien qui puisse pousser la junte guinéenne à donner un chronogramme parce que c'est à elle qu'on laisse l'initiative. Elle a la balle. C'est à elle de lancer le jeu. Alors, Alpha Mamadou, vous aussi, au regard de ce communiqué, est-ce que vous pensez que ces 2 institutions ne mettent pas assez de pression sur la junte?
Oui, je partage un peu l'avis de Emmanuel Minimono. Et ces deux institutions sont en train pratiquement de faire preuve d'une très grande indulgence même vis-à-vis des autorités de la transition, en tout cas du CNRD, et qui, il faut reconnaître, en train de retarder les pas, d'y aller très lentement, mais ça n'agace apparemment pas au-delà de nos frontières, même si certains Guinéens quand même commencent un peu à se montrer sceptiques, à avoir des doutes et des inquiétudes, mais ce n'est pas forcément le cas au niveau de la communauté internationale. Et c'est des instances qui sont représentées chez nous, qui sont venues en Guinée, qui en réalité ne mettent vraiment pas la pression. Est-ce que ça ne va pas et ça va renforcer un peu le CNRD dans sa position, à continuer à traîner les pas, et ça pourrait avoir des incidences négatives peut-être à l'intérieur. Parce que si les politiques se sentent un peu flouées, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de chronogramme qui est visible, je pense que ça pourrait avoir un effet non souhaitable. Surtout que le FNDC déjà commence à brandir des menaces. Voilà, il est vrai qu'on exhorte à un cadre de dialogue, à donner un chronogramme véritablement qui est concret. Mais en réalité, je pense qu'à l'interne, ça pourrait sauver. Et donc, la CEDEAO, cette mission conjointe, aurait plutôt pu se montrer un peu beaucoup plus ferme, n'est-ce pas, en fixant des limites à ne pas agir. Regardez un peu le Burkina Faso. Le coup d'État a eu lieu très récemment, on va dire. C'est bien après ce qui s'est passé en Guinée. Mais eux, déjà, ils ont posé des jalons, ils ont même donné 3 années pour... Pourquoi pas, ce n'est pas le cas en Guinée. Donc je pense qu'il y a un manque de volonté qui anime le CNRD, et les gens qui sont là, ils font preuve d'un silence coupable, ils laissent faire, ils regardent. La CEDEAO, je veux dire, cette commission l'Union, les Nations Unies au Sahel et en Afrique de l'Ouest, je pense qu'ils sont en train carrément de passer à côté de la plaque, et ce n'est pas bon. Ça pourrait péter, je ne le souhaite pas. Ça peut nous laisser aussi dire que sans doute, si vous vous souvenez de cette sortie de Ouattara, ça veut dire que bon, la CEDEAO vraiment, elle est tout à fait, en tout cas, elle est tout à fait d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui à Conakry. Que dites-vous de ce communiqué? Vous aussi, vous pensez la même chose que les deux talkers concernant ce laxisme, si on peut dire, de la part de ces deux institutions? Ben écoutez, moi je pense que ce communiqué, il faut le lire en tenant compte d'abord du contexte. La CEDEAO est dans une situation du moins pas du tout confortable, nous le savons, parce qu'on a vu le bras de fer avec par exemple la junte malienne. En fait, elle a sa marge de manœuvre. En tout cas, elle ne peut pas engager des batailles un peu partout, un peu partout. En tout cas, à mon avis, c'est une institution qui est en position de faiblesse, qui vient malgré tout, parce que c'est son registre, parce que c'est dans ses prérogatives de s'occuper de cette histoire. Mais elle n'arrive pas ici en possession de tous ses moyens, y compris celle diplomatique. Du coup, il lui est difficile de donner l'impression, de hausser le ton, de donner certaines limites à ne pas franchir à la junte actuelle. L'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est une mission conjointe. Si on en tient compte, on peut là entrevoir des détails qui peuvent quand même nous dire que, en tout cas, les manquements à relever ne sont pas du tout anodins. Parce que vous avez vu, en dépit de toute cette formule diplomatique de remerciement pour ci et ça, après, il a quand même été relevé que l'agenda n'a pas été respecté pour les 6 mois. On attend qu'un chronogramme soit fixé et que le dialogue avec la classe politique puisse un cadre soit mis en place. Justement. L'autre aspect qui d'ailleurs est le plus éloquent que tous, c'est les propos du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, qui, dans un de ses discours, a quand même dit clairement qu'une transition, ce n'est pas pour développer un pays, mais c'est pour travailler au retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont des aspects qui peuvent, si on ne fait pas attention, se diluer
parce que c'est une mission conjointe et la CEDEAO est ce qu'elle est, mais ce sont des détails, à mon avis, qui sont très importants à prendre en compte et que la junte ne devrait pas perdre de vue, parce que justement, vu la situation de tension qui a été là aussi évoquée à mots couverts, c'est une réalité. Mais si ces institutions n'osent pas le ton, est-ce que ça ne risque pas d'avoir des problèmes à l'interne ici? Parce que aujourd'hui, ça réconforte aujourd'hui les autorités en place sur leur position de rester sans communiquer, sans dialoguer avec la classe politique. Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue le contexte. Vous savez que dès au départ, tous les partenaires au développement se sont alignés en quelque sorte derrière la CEDEAO. Donc, c'est un peu la CEDEAO qui mène la course. Mais il se trouve que la CEDEAO, le contexte ne lui est pas favorable. Et justement, l'un de mes prédécesseurs rappelait la sortie de Ouattara, le président ivoirien, qui quand même ne laisse personne indifférent. Parce que c'est comme si il y avait une sorte d'entente entre lui et les différentes juntes en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Donc on ne perd pas de vue tous ces aspects, mais je me dis que pour ce qui est de la Guinée, il faut que la junte elle-même ne dorme pas sur ses lauriers, parce que sinon elle risque de connaître un réveil plutôt brutal s'il n'est tardif, parce que tel que les choses sont en train de se passer, elle est en train de réussir l'exploit de mettre tout le monde ensemble, mais contre elle et ses quelques soutiens. Et en ce moment, ça risque de ne pas se passer comme prévu. Et il ne faut pas qu'on oublie une dernière chose, très rapidement, c'est que parfois il y a quelque chose historiquement qu'il ne faut pas perdre de vue avec les dirigeants de ce pays, qui généralement ont chuté, en tout cas ont perdu le pouvoir au moment où ils se l'attendaient carrément le moins. Quand vous prenez le premier président que notre génération ne connaît pas pratiquement, mais on sait qu'il avait pratiquement réussi à avoir une mainmise totale sur le pays, et avant de tomber pratiquement malade et décédé du jour au lendemain. On a vu le président Lansana Conté qui a géré le pays d'une main de fer, et il y avait une sorte de poudrière dans ce pays. Tous les analystes voyaient le pays aller en lambeaux quand il perdait le pouvoir, mais on a vu ce qui s'est passé. Il y a une junte qui est venue prendre le pouvoir, évitant tout ce scénario, et voilà, sauvant le pays. On a vu la même chose avec le capitaine Dadis. On a vu la même chose avec Alpha Condé. Donc, je crois que ce pays, il y a une sorte de main divine qui le protège et qui ne permet pas à tout le monde de s'en approprier comme on veut, en laissant sur le carreau les autres populations. Merci infiniment à vous, chers talkers. On va aborder le second sujet qui concerne cette manifestation un peu partout à l'intérieur du pays, dans beaucoup de préfectures